Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui je reçois un sacré bout de femme, auteur d'un livre devenu un succès fou, un livre inspiré par son histoire de vie. Elle est auteure et témoigne de l'emprise que certains ont parfois sur vous, des drames que cela engendre, des blocages qu'on se crée, inspirés par son histoire d'adulte diagnostiqué HPI et autres troubles de la personnalité. Elle en a fait une force. Elle est en décalage avec le monde qui l'entoure, mais elle a décidé de s'accepter soi-même et surtout de choisir sa voie multipotentielle. Voilà, c'est ça, elle est multipotentielle. En lisant son livre, vous allez savoir comment accepter de sortir des étiquettes. Et puis, elle est athlète aussi, et elle signe son livre au cinéma bientôt. Pour dire vrai, elle est même comédienne depuis 5 ans et a fondé une boîte de production. Elle est modèle aussi. Elle enchaîne les tournages, les pubs. En fait, c'est ça. Elle est bien multipotentielle. Et vous savez quoi ? Il lui a fallu longtemps pour accepter tous ses talents, toute cette créativité qu'elle a en elle, d'en faire des ressources. Pourquoi ? De peur. De peur de ne pas paraître structurée. De peur d'être hors sujet. Elle fait quoi dans la vie ? Elle est Soun, tout simplement. Et je suis heureuse, ravie de recevoir aujourd'hui Soundous Moustarim, ou plutôt Sounfit, comme on la connaît sur les réseaux sociaux. Sounfit, bonjour. Bonjour, oh là là, non mais c'était trop là, je m'en vais. Mais c'est toi. Tu veux me faire pleurer directement. C'est toi. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2023 ? Ah bah là, on peut dire que j'ai osé. De par mon parcours, hein. Donc tu connais un peu mon parcours dans la finance. Donc moi, ça fait seulement 2 ans que j'essaye en tout cas de réaliser des rêves enfuis pendant des années. Alors ton parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va tout raconter. Déjà, d'où tu viens ? Où est-ce que tu as grandi ? Alors à Bruxelles, je suis née en Belgique en 1990, pas 90. et voilà. Jeune alors. Ouais. Et alors, comment tu as grandi ? Maman, papa, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Oh, j'ai une enfance assez paisible, hein, je le dis, parce qu'on a souvent des artistes qui ont un passé torturé. Moi, pas du tout. J'ai une belle enfance, j'ai un grand frère, une petite sœur, un papa qui a étudié la psychologie, donc qui diagnostique très vite mes différences et qui m'accompagne super bien. Une maman qui s'occupe de nous, très aimante, etc. Donc, j'ai pas eu un passé compliqué. À la seule différence que dans ma scolarité, on décèle rapidement que j'ai des capacités différentes. Je saute des années, etc. Et donc, je termine l'école beaucoup plus tôt. Donc, tu es diagnostiquée HPI. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. C'est ça, ouais. Ok, donc c'est plutôt positif finalement. Ah ben, c'est ce qu'on en dit. Maintenant, je pense que c'est ni positif ni négatif. HPI, c'est une différence, tout simplement. Il y a du positif qui en sort, il y a du négatif. Il y a un décalage avec la société et ça, c'est assez compliqué de vivre en société quand on est en décalage. Après, il y a du positif parce qu'on voit la vie différemment et je pense que si on a un côté plus développé et qu'on en prend vite conscience, on peut accomplir des choses. Je dirais pas que c'est positif ni négatif parce que ça signifierait que les personnes neurotypiques ont un désavantage ou un avantage. Pour moi, on est tous différents de toute manière, que ce soit neurotypique ou neuroatypique. Et l'important, c'est le message que j'essaye de faire passer. C'est pas parce que je suis HPI que j'ai ce parcours. C'est simplement parce que j'ai trouvé mes forces. J'ai accepté finalement mes forces et je les ai utilisées. Et je pense que tout le monde peut faire ça aujourd'hui. De quoi tu rêvais quand tu étais petite ? De rendre fiers mes parents, je pense. Et alors, fallait faire quoi pour rendre fiers tes parents ? Tu as fait des études ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mais au final, mes parents, je crois que je les ai toujours rendus fiers et c'est inconsciemment moi que j'arrivais pas à satisfaire et donc je me suis perdue en cours de route. Je crois qu'au final j'ai toujours voulu rendre fiers mes parents et j'ai jamais pris conscience de l'accomplissement ou non de ça parce que c'est moi que je n'arrivais pas à rendre fière.
Je pense qu'on est dans une société où on nous dicte un peu les codes, où il faut faire des grandes études, il faut être avocat ou médecin ou ce genre de choses. Et quand on a des capacités pour le faire et qu'on veut rendre fiers ses parents, eh ben on va suivre cette voie-là. Alors toi, t'as fait quoi? Donc moi, j'ai fait la finance, horrible. J'ai fait le pire. Donc j'ai étudié d'abord la comptabilité, et puis j'ai fait la fiscalité, et puis j'ai fait l'économie. Waouh, waouh, waouh. Et tu as travaillé dans les assurances? Non, j'ai travaillé en fait, j'ai dirigé le service financier d'un hôpital, un grand hôpital, où j'ai passé beaucoup d'années de ma vie. Et j'ai fini dans une grande institution bancaire internationale. Et alors, qu'est-ce qui se passe il y a 2 ans? Qu'est-ce que tu décides? Comment tu décides de tout lâcher pour faire ce que tu aimes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic? Je pense que c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 2 ans. Tu vois, c'est quelque chose. On vit tous des épreuves et on a tous notre limite et notre taux d'acceptation des épreuves. Je pense que le mien, il était assez grand et que j'en ai vécu pas mal. Et donc, j'ai accumulé au fur et à mesure des années pas mal de choses. J'ai toujours pris sur moi et mis comme objectif dans ma vie la carrière, la finance, de performer. En t'oubliant toi-même? Complètement. En étant dans la performance? Complètement. Mes maladies, je pense que c'est complètement pour ça. Et puis, je deviens maman, enfin, je me mets en couple, c'est assez chaotique aussi à ce niveau-là, donc je m'oublie encore plus. Je deviens maman. C'est là où tu vis l'emprise? Tout à fait, oui, c'est ça. C'est important d'en parler. Beaucoup de femmes vivent l'emprise jusqu'à parfois la violence. Ce qui n'est pas mon cas, hein, je le précise. Mais l'emprise, parfois, est considérée comme une violence psychique. Exact. Comment tu te défais de cette emprise et comment tu arrives à transformer cette situation? Tu en fais une véritable résilience avec ton livre « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ». Je pense déjà que j'ai voulu une prise de parole parce que quand il y a de la violence, on en parle assez. Alors, je ne dis pas facilement parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais quand il y a de la violence, on rentre dans une case violence. Quand il y a des faits, on va dire, physiques très clairs, on rentre dans des cases et c'est, on va dire, jugé etc. Par contre, quand c'est de la toxicité de manière générale et progressive, nous-mêmes, on s'en rend pas compte, et puis l'entourage ne s'en rend pas compte, et on se sent même pas légitime d'en parler, en fait, à aucun moment. Donc moi, ça dure 8 ans quand même. 8 ans. Ouais, 8 ans. Ce qui a mis fin à ça, je pense que c'est mon rôle de maman. Et puis la découverte de certains faits. Je pense qu'on a chacun notre seuil de tolérance, même dans la toxicité, même que ce soit amical, professionnel ou relationnel. On a un seuil de tolérance. Il y a des choses qu'on n'acceptera jamais. Et je pense qu'une personne toxique prend un peu ses marques au début et connaît les limites et puis les repousse petit à petit. Et là, Soun, c'est une femme qui a un train-train plutôt classique de travail. Tu deviens maman. Et comment est arrivé ce désir et cette audace d'écriture? Justement, donc j'accumule pas mal d'épreuves dans ma vie. Donc il y a le couple, il y a la relation toxique, il y a ma fille qui arrive de manière un peu surprenante, parce que je découvre très tard que je suis enceinte. Il y a ma carrière qui prend... Alors, tu vois, je me réfugiais dans ma carrière. Je pense qu'on a toujours besoin... Ta carrière professionnelle. Ouais, on a toujours besoin d'un seuil de stabilité. Et moi, ma stabilité, c'était ma carrière. Je brillais dans ma carrière, tu vois. C'était le parcours exemplaire d'une jeune femme dans la finance. J'ai eu des interviews, j'ai eu plein de choses. Je suis devenue vite chef, j'ai dirigé une grosse équipe. J'ai été débauchée par une grosse entreprise, etc. Tu cochais toutes les cases de la réussite. Complètement. Vraiment financière également. Ouais. Et donc, je gagnais très bien ma vie. Je suis devenue propriétaire à 25 ans. Enfin, voilà. Et tout reposait un peu là-dessus, tu vois, sur le travail, la carrière. Et je me disais, ok, dans mon couple, ça va pas, dans mon relationnel, ça va pas, dans ma vie, de manière générale, ça va pas, mais ma carrière, ça va super bien et on peut pas être bien partout. Enfin, tu vois, je me rassurais un peu. Je bossais 12 heures par jour, donc j'avais pas le temps même de vivre les émotions des faits que... On me dit parfois comment t'as fait pour supporter, mais en fait, tu bosses 12 heures par jour. Il te reste 1 heure pour te rendre compte de ce que tu vis le soir avant de t'endormir. T'es maman, voilà, tu prends le pli, quoi. T'étais pas dans le ressenti, tu t'écoutais pas. Pas du tout. T'étais dans le pas faire. du tout, pas du tout. Jusqu'à ce que je tombe malade, gravement malade, suite à ma rupture. Et malgré tout, dans la maladie, je pense à ma carrière.
plus qu'à ma fille, je pense. Je me dis, ça va aller, quoi. Donc, je subis une greffe de moelle et 3 mois après, j'étais au travail, quoi. Complètement fou. Comment tu l'expliques, cette capacité, cette force? C'est parce que tu t'écoutes pas, parce que tu as une vitalité de dingue? Comment tu l'expliques? Je pense que c'est... Non, je pense qu'on s'écoute pas. On a un objectif, on s'accroche à la seule stabilité en se disant, ouais, mais si ça foire, j'ai plus rien. On s'accroche aussi au côté financier, hein, on gagne bien sa vie, alors on s'imagine pas vivre avec moins ou autrement. On a peur de perdre sa place, c'est un milieu très masculin, la finance, donc il n'y a pas beaucoup de femmes, ils sont tous vieux. On ne peut pas dire le mot vieux, ils sont tous plus âgés. Moi, je suis jeune, tu vois, je me dis, c'est un miracle que je sois là, je suis hyper reconnaissante, j'ai pas envie de perdre ma place, donc je suis à l'hôpital et je pense qu'à une chose, c'est retourner travailler, quoi. Sauf que quand je retourne travailler, il y a un changement de direction et je tombe sur, alors c'est l'exemple type que beaucoup de femmes vivent, je tombe sur le gars qui n'accepte pas qu'une petite jeune performe comme ça. Et il me met des bâtons dans les roues pendant... Ça dure 1 an et demi. Je ne m'en rends pas compte, hein, parce que je bosse. Mais par la suite, je me rends compte que je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal, qui est du harcèlement, en fait. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup dans ma tournée médiatique, parce que je n'avais pas encore le droit d'en parler. Là, maintenant, j'ai le droit d'en parler sans citer où je travaillais. Mais ça a été qualifié de harcèlement. Moi, je m'en rends pas compte. Je l'ai pas vécu comme du harcèlement sur le moment même, tu vois. Avec ma force mentale, je me disais, ouais, il cherche la petite bête, mais je fais pas d'erreur, donc ça va. Mais j'avais toujours cette pression de me dire si je fais une erreur. Et j'ai une profonde aversion pour l'injustice. Donc ça monte quand même et ça m'épuise psychologiquement. Et puis il y a la goutte d'eau au mois de septembre où il m'humilie publiquement. Et moi, j'ai vraiment une aversion pour l'injustice. Ça veut dire que je suis prête à tout quitter et tout perdre pour que ce soit juste, tu vois. Comment tu expliques que ça se répète? L'emprise, l'humiliation. Ouais. Moi, j'ai ma réponse. Est-ce que tu vas oser la donner? Je pense que c'est ma quête de la perfection. Je suis toujours en train de chercher le parfait. Et donc, tu vas souvent le chercher chez des gens qui te reflètent une perfection. Ou est-ce que ce serait pas l'inverse, que ta lumière, finalement, brille tellement que parfois ça déclenche chez certaines personnes une façon de vouloir l'éteindre? Peut-être. C'est ce qu'on dit souvent. En tout cas, c'est une combinaison des deux, je pense. Si on analyse les personnes toxiques, c'est souvent elles cherchent quelque chose qu'elles n'ont pas. Et du coup, effectivement, elles cherchent à l'éteindre. Mais pour moi, les deux sont en tort dans ce genre de toxicité. Il y a la personne toxique, mais il y a la victime aussi. Et moi, je pense que c'est ma quête de la perfection. Une personne toxique va toujours te montrer la perfection pour te prendre. Et à force de chercher des gens qui n'ont pas de défauts, eh ben, tu tombes sur des gens toxiques. Parce que tout le monde a des défauts. Sauf là, que l'un le montre, l'autre pas. Quand tu vis ça, c'est là où tu décides, je quitte tout, je porte plainte. Pour moi, c'est l'injustice, ça passe pas. C'est ma limite, en fait. Je peux supporter la quantité de travail, je peux supporter que tu cherches toutes mes erreurs. Tout ça, je peux le supporter. Mais que tu dises quelque chose que je n'ai pas fait, je peux ne plus avoir de salaire, tant pis. Je ne l'accepte pas. Donc, je quitte tout. Et là, je me retrouve dans le noir total dans ma vie. Ça veut dire avec ta petite fille à charge, seule avec ma fille, plus de travail, plus de stabilité ni relationnelle, ni professionnelle, rien, quoi. Je suis seule avec ma fille à la maison. Et j'ai des souvenirs horribles des premiers mois, de me réveiller, je dors pas en plus, et de me réveiller, de me dire mais je vais faire quoi aujourd'hui? Je me réfugie dans le sport, heureusement, comme toujours. On va y venir au sport. Et puis dans la lecture. Eu une vie plutôt saine, très sportive. Est-ce que c'est sain, trop de sport? Je pense pas. Peut-être qu'on peut parler d'une sorte d'addiction. Ouais, c'est peut-être ça. Mieux que la cigarette, la drogue ou l'alcool. Ouais. Oui, c'est sûr, mais ça reste pour moi pas sain. Mais maintenant, oui. Aujourd'hui, je pense que j'ai une vie saine parce que j'ai une harmonie entre le sport, l'alimentation, etc. Mais je pense pas que c'était sain. C'était plus une addiction. De nouveau dans la quête de la perfection physique, tu vois. Et donc, tu as cette charge mentale en plus. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pas le sport qui me fait sortir de là, c'est la lecture. Donc, je commence à lire parce que je m'ennuie et je dévore 20 bouquins par mois, quoi. Je lis. En fait, je me réfugie dans un autre monde. Je rentre dans la vie de mes personnages, je pleure à la fin des livres parce que c'est fini, que je dois retrouver des autres personnages. Enfin, tu vois, je vis un truc un peu mystique.
Et un soir, je me dis, mais pourquoi j'écris pas moi aussi? Parce que je suis pas du tout littéraire, hein. Ça, c'était mi-septembre. Et le 2 janvier, il est, je sais pas, 2-3 heures du matin. Et je me dis, pourquoi j'écris pas? Et donc, je me dis, ok, je commence. Et voilà, 20 jours après, j'avais fini. 20 jours après, tu avais fini ce merveilleux livre, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Parle-moi de ce contenu merveilleux. Donc, c'est un roman, je précise, autobiographique, mais c'est un roman. Moi, j'ai voulu conserver mon intimité, on va dire, de mon histoire, et puis surtout l'intimité de ma fille. Je ne sais pas plus tard si elle acceptera que je dévoile notre vie. Donc, tout n'est pas vrai. D'accord. Tout ne se passe pas de cette manière-là. Mais c'est l'histoire d'une maman qui est HPI. Carla et sa fille Mila. Exactement. Une maman hypersensible. Exactement. Et en fait, l'idée ici, c'est que Carla veut expliquer à sa fille Mila pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Et elle décide d'entreprendre une thérapie. Et son psy lui conseille d'écrire son histoire. Et elle se dit, écrire pour rien, ça lui ressemble pas. Tu vois, faire des choses pour rien, ça lui ressemble pas. Donc autant écrire à sa fille plus tard, comme ça, elle saura la vraie histoire. Parce qu'elle veut préserver sa fille, elle sait que un enfant, il faut lui dire que tout le monde l'aime et que tout va bien. Et donc, un chapitre sur 2, c'est la narration de son passé à sa fille. Et on comprend en parallèle dans le présent pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qu'elle vit et tous les doutes qui se sont installés dans sa vie actuelle à cause de son passé. Ce qui est merveilleux, c'est que tu me dis, je n'étais pas littéraire, je me suis mis dans un moment de détresse à lire et à dévorer, et puis j'ai écrit un livre en quelques mois. Et de l'écriture à l'édition, comment ça s'est passé? C'est un peu fou comme histoire. Donc, je finis le livre après 20 jours, et vers la fin de l'écriture, j'ai conscience que j'ai fait un truc quand même qui se lit. Parce qu'au début, j'écris pour moi, donc il y a les vrais prénoms, etc. Du coup, je rajoute des chapitres romancés pour faire une intrigue. Tu vois, je me dis, ouais, il faut mettre un peu d'humour, il faut mettre un peu de ci. Donc, je rajoute un peu des trucs. Je le fais lire à un pote, un homme, tu vois, de 50 ans, grand sportif, etc., qui a un rôle dans mon livre, justement, et qui m'appelle après chaque chapitre en me disant, oh, j'ai pleuré, tu m'as fait pleurer, c'est pas possible, il faut que les gens puissent lire ton livre. Et donc, je me dis, bon, ok, donc je tape sur Google. C'est vraiment comme ça que je l'ai fait. J'ai tapé sur Google, édition, premier livre. Et donc, il y a des sites qui te donnent une liste des éditeurs qui éditent le premier livre. Parce qu'en fait, les grosses maisons d'édition n'éditent jamais, sauf si tu les connais bien, un premier roman. Et donc, j'ai envoyé à 10 maisons d'édition. Et il y en a 6 qui m'ont répondu, ok, on veut bien t'éditer. Et donc, je partais en voyage presse pour Instagram à ce moment-là. Parce que tu étais influenceuse. Ouais, en fait, pourquoi tu dis c'était fou comme histoire? Pourquoi tu as dit c'est fou comme histoire? Mais c'est fou parce que en fait, quand on connaît pas un milieu, on a toujours une image inatteignable, inaccessible, incroyable. Et en fait, une fois que tu es dedans, je vais pas dire que je suis blasée, mais non, mais ce qui est intéressant, ouais. Et c'est ce que j'aime dans notre podcast ici, quand je dis c'est votre coach audio, c'est comment tout est accessible, mais complètement bien fait. C'est pas fou, c'est pas une question de hasard, c'est que tu l'as provoqué, tu n'étais pas littéraire, mais dans un moment de détresse, tu as eu envie de t'évader, et puis finalement tu as lu, tu as découvert la littérature, tu as écrit, et puis tu as cherché, tu as provoqué. Simplement, sur Google, donc n'importe qui peut le faire, quoi. Et puis donc je rentre de voyage presse, et je trouve dans la boîte aux lettres des contrats d'une maison d'édition avec une carte manuscrite où c'est marqué, je l'ai encore, hein, vous signez un manuscrit totalement bouleversant. Et je remets dans la boîte aux lettres. Je remonte chez moi, je me dis c'est pas possible, c'est quoi ce truc de fou? Tu vois, l'autruche, je remets dans la boîte aux lettres, je remonte et je ne réponds pas. Il me téléphone, je ne réponds pas. J'ai répondu au mois de mai. C'était en février. Je réponds au mois de mai. Tu sais pourquoi? Tu arrives à expliquer pourquoi? Je me dis c'est pas possible, c'est une blague. Qui va s'intéresser à... Moi j'ai même un peu de dyslexie, tu vois, donc je me dis c'est pas possible, c'est une grosse blague, impossible. Le complexe de l'imposteur. Ah mais complètement. Et je l'ai pas dans la finance. Le syndrome je l'ai de pas dans la l'imposteur. finance, tu vois. C'est pour ça que j'ai été déstabilisée aussi à la fin de mon travail. Finance, je sais ce que je vaux. C'est cartésien. Parce que tu joues un rôle peut-être aussi dans la finance. C'est cartésien, tu vois. 1 + 1, ça fait 2. Un livre, toi, tu vas l'aimer, quelqu'un va pas l'aimer. Et donc, je me dis, mais est-ce que j'ai envie de montrer mon histoire et d'avoir des retours négatifs?
1 plus 1, si je te dis que ça fait 2, je sais que j'aurai pas de retour négatif, tu vois. Mm. Moi, j'aime pas l'échec. Et donc, c'était une peur de l'échec. Et tu étais déjà considérée comme influenceuse. Je Tu déteste ce détestes ce mot, mais je J'aime ne pas sais ça. pas comment ça s'appelle. Soonfit sur Instagram. Ouais. Tu cumules plus de 74 000 followers. Comment ça a démarré ce succès sur Insta? J'étais toujours dans la finance, donc je bossais à full time. Et puis il y a eu le Covid, et donc je m'ennuyais. Quand tu as besoin de bosser beaucoup, tu vas plus au bureau, tu vois plus tes collègues. Et donc, initialement, c'est parce que je faisais de la photo et que j'étais dans la pub. Et donc on m'a dit oui, il faut créer un Insta, c'est un peu ton book. Tu étais déjà dans la pub, là? Ouais, alors j'ai commencé la pub quand mon ex-mari est parti. Parce que j'avais besoin d'argent. D'accord, ok. Aller chez Casting FR, c'est très intéressant. Mais c'est vrai, c'était un bon moyen d'avoir une petite rentrée d'argent sur le côté. J'ai dû me débrouiller, j'étais avec ma fille et je devais me débrouiller, quoi. Ok, donc tu t'es inscrit dans des agences de pub. Il faut savoir que je n'avais aucun réseau social. Aucun. Rien. C'était pas ton truc, ni Non, Facebook, rien. ni Instagram. Rien. Ni TikTok, J'étais rien. une geek de la finance. Ok. Et emprisonnée dans une relation toxique. Donc, interdiction d'avoir des réseaux sociaux, tu vois. Et donc, on me dit, tu dois mettre Instagram. C'est quoi? J'ai déjà entendu parler, tu vois, mais je sais pas. C'est il y a 5 ans. Hein. C'est il y a 5 ans, je pense, ouais. Ça va faire 6 ans, je pense. On te et dit donc, qu'il faut travailler tes outils de communication. Alors, tu veux devenir comédienne. Exactement. Il faut avoir un Instagram, et donc, une bande des mots, des photos, tout ce qu'on dit tout le temps chez Casting. Voilà, exactement. Donc, tu te fais ton Instagram. Je me souviens encore, j'envoie des messages à des potes en disant c'est quoi une story? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, tu vois, c'était vraiment... Et je comprends la trame un peu des réseaux, qu'il faut communiquer. Et je me dis, attends, mais moi, je me vois pas faire des selfies toute la journée, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Surtout dans une quête d'authenticité, Exactement. comme tu es toi. Et je fais plein de sport et je me dis, mais pourquoi pas partager le sport? Et bam, il y a le Covid qui arrive et tout le monde fait du sport. Et moi, je partageais mes entraînements à domicile, à refaire à la maison. Le boom. Là, directement. Il y a eu ça. Et puis juste après, donc j'ai ma petite boîte de prod que j'ouvre avec mon associé. Et on s'ennuyait. Et donc, on a Mais alors, attends, ouvert... parce que je sais pas, j'écris un petit livre comme ça, et puis après, je rentre dans une agence, et puis c'est formidable. Comme ça que ça la se passe. boîte de prod, produire quoi, madame? Alors, à la base, pourquoi est-ce qu'on a créé la boîte de prod? C'est parce que tu connais l'émission La Parenthèse Inattendue? Bien sûr. Je l'adore, tu vois. Okay. J'adore ce mec, j'adore ses émissions. Et quand j'étais malade, j'ai regardé toutes ses émissions. Et je fais une pub pour une marque de sport, et je rencontre un photographe. Et on match complètement. Et il fait un peu de réal et il me dit qu'il adore la réal, mais qu'il n'en fait pas beaucoup. Et donc, j'ai une idée de me dire, ce serait cool d'inviter des personnalités publiques chez moi, parce que pendant le Covid, elles venaient chez moi s'entraîner vu qu'il n'y avait plus de salles ouvertes. Ouais. On ne pouvait pas normalement, mais bon. Elles venaient chez moi. Et donc, je dis, moi, quand on vient chez moi, on mange obligé, parce que j'adore cuisiner. Et donc, je me retrouvais avec des personnalités publiques qui venaient chez moi s'entraîner, manger et qui me racontaient leur vie après. C'est génial. Je dis, mais on va en faire une émission. Elle existe, l'émission. Belgique. Elle existe sur Instagram, ça s'appelle La Terrasse de Soonfit. Ok. Et donc, je contacte ce photographe et je dis, j'ai un projet, est-ce que ça te dit? Il me dit, oui, mais il y a le Covid, on peut pas. Je dis, on crée une société, et on donne des autorisations et c'est bon. Donc, on crée la société pendant le Covid pour pouvoir donner des autorisations aux gens pour être en toute légalité. C'est comme ça qu'on crée la boîte de prod. Donc, Soonfit, auteur, comédienne, tu tournes dans des pubs. Et influenceuse. Quand je dis influenceuse, tu fais une moue horrible. Donc, tu ne te considères pas comme influenceuse? Pas du tout. Tu penses pas toutes ces histoires avec les influenceuses et que Booba et que Maëva Guénam et que la Magali Berda. Aujourd'hui, il y a un truc horrible qui est sorti sur elle. Une fille qui se plaint, la poupette, Kenza, machin. Ouais, moi Quel regard tu portes sur cet univers? Je les regarde pas. Donc, en fait, je peux pas donner d'avis puisque moi, je consomme pas du tout les réseaux. Pas du tout. Je regarde rien. C'est très rare que je regarde. Moi, je consomme les réseaux. Je regarde... Tous les gens que je suis, je les connais. Donc, c'est des gens... Enfin, je regarde un peu les stories de mes amis. Je consomme pas les réseaux, mais je me considère pas comme influenceuse. Le terme utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des agences qui t'envoient des produits, tu les testes et tu les partages. Ça, je ne fais pas. Moi, je partage ce que je vis. Et je fais des collabs, bien sûr. Mais c'est souvent du win-win, c'est-à-dire c'est des choses... Par exemple, je suis venue aujourd'hui avec Eurostar, j'ai fait une collab avec Eurostar parce que je viens souvent à Paris. Je vais de toute manière venir à Paris, alors autant faire une collab. Mais je me considère
pas influenceuse comme c'est partagé aujourd'hui, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse dans ta personnalité, justement, cette authenticité, l'acceptation de soi. J'aimerais qu'on en parle de ça. À quel moment tu as commencé à t'accepter Est-ce qu'aujourd'hui tu t'aimes? Est-ce qu'on peut dire que tu as de l'estime pour toi? Tu parles beaucoup des injonctions. Tu avais peur de ne pas être structurée. Tu as souvent eu peur. Mais peur de quoi De finalement? l'échec, en fait. Et à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, si tu as un mauvais retour, c'est un échec pour moi. Donc, j'ai toujours calculé tout ce que je poste sur les réseaux, de sorte à ne jamais avoir de critiques. Et si tu le fais bien, ça fonctionne. Peut-être que je ne suis pas influenceuse pour ça, parce que financièrement, c'est intéressant de le faire. Mais moi, je préfère ne pas prendre le côté financier, mais garder l'authenticité et la confiance des gens. Ça me dessert sûrement pour beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas savoir que j'allais sortir mon livre. Et le jour où mon livre sort, bah, tu as la confiance des gens quand même, tu vois. T'as pas ce truc commercial d'usine publicitaire, tu vois. Aujourd'hui, tu oses enfin parler de ton HPI, qui d'après moi n'est pas une tare. D'après toi, pourquoi est-ce que souvent on a l'impression que c'est une tare? C'est une tare être HPI? C'est une tare d'être humain, je pense. On a tous des défauts qu'on a du mal à vivre en société. Pour moi, il y a la norme. De toute façon, c'est des pourcentages. HPI, c'est, je crois, 2% de la population. Tu peux pas te sentir super bien, sachant que 98% de la population se sent d'une certaine manière, et puis 2% d'une autre manière, et que les deux vivent ensemble. On peut pas dire que c'est juste une qualité. Tu vois la vie d'une manière hors norme. C'est parfois bien, mais c'est parfois pas bien. Parfois, tu vois des choses que tu n'as pas envie de voir et qui te rendent le contact sociétal impossible. Et puis parfois, tu vois des choses que les autres ne voient pas et qui t'offrent la possibilité de faire un film, sortir un livre, etc. Maintenant, je pense que les deux sont possibles. Tu peux être dans les 98% et sortir un livre ou faire un film si tu te sors vraiment de ta zone de confort. Je pense que moi, j'ai du moins à me sortir de ma zone de confort. Tu en parles depuis peu Ouais. de ça, que tu es HPI. Est-ce qu'on peut dire justement qu'il y a eu un changement là depuis peu? Je sens comme un retour vers l'authenticité. On ose enfin révéler sa vraie nature, révéler sa singularité. Justement, les influenceuses, il y a quelque temps, Magali Berda, c'était la reine du pétrole. Aujourd'hui, elle est haïe, critiquée. Les influenceuses, on leur fait plus confiance. Est-ce que j'y vois une note d'espoir? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Moi, je vais être hyper honnête avec toi. J'ai jamais parlé de HPI, mais j'ai toujours été moi-même. Donc, on pouvait comprendre que je l'étais à travers mes stories. L'unique raison pour laquelle le mot HPI est sorti, je te dis vraiment la vérité, c'est que la série HPI est sortie en même temps que mon livre. Et du coup, on a lié les deux, tu vois, parce que j'écris le livre en 20 jours, il y a la sortie HPI qui sort, et ça a été la trame de ma tournée médiatique, tu vois. Mais est-ce qu'on a besoin de coller l'étiquette HPI malgré que j'en parle sur les réseaux? Non. Il y a plein de gens qui sont HPI qui ne le savent pas, ou des gens qui ont été diagnostiqués HPI mais qui vivent sans aucune différence parce qu'ils ont créé une atmosphère autour d'eux qui leur convient, parce qu'au final, c'est juste ça le but. Tu fais les tests quand tu te sens pas bien, mais il y a plein de gens qui se sentent bien qui ne les ont pas fait. Et donc, moi, j'aime pas cette idée de coller une étiquette. Tu es une hypersensible aussi. D'après moi, c'est une ressource, ton hypersensibilité, voire un talent. Quelles sont les qualités d'une hypersensible? C'est drôle ce que tu dis, parce que mon neuropsychiatre me dit toujours c'est génial d'être hyper... Enfin, pas c'est génial, mais il me dit vous vous rendez pas compte la chance que vous avez parce que vous avez une vision du monde unique. Les gens ne voient pas le monde comme vous. Alors oui, quand c'est mal, c'est super mal. Mais quand c'est bien, c'est super bien. Et c'est unique. Moi, je le sens pas comme ça. Pour moi, c'est les montagnes russes émotionnelles. Je peux me sentir super bien, puis il y a un petit doute qui s'installe et ma vie est foutue pendant 3 jours. Après, je pense que j'apprends encore à dompter mes émotions et à vivre avec les gens surtout. Mais plus que dompter les émotions, quand tu parles de ton médecin, qu'est-ce qu'il veut te dire d'après toi? De s'accepter, bien sûr. Et moi, j'ai toujours cherché à ne pas surréagir ou à ne pas dire ce que je ressens. Le contrôle des émotions, c'est un autre sujet, voilà, c'est compliqué. Mais c'est ça, en fait. Et au final, je vais le voir en me disant il va m'aider, parce que j'en ai vu plusieurs, et il me dit
mais vous n'avez pas besoin de moi, il faut juste vous accepter. Et c'est dur, tu vois, parce que tu apprends qu'en fait, pour aller mieux, tu dois aller chercher en toi-même et pas chez un médecin, tu vois. On a l'habitude, je vais pas bien, je vais chez le médecin. Cette ultra hyper sensibilité t'engage dans des voyages humanitaires. Tu rentres tout juste du Maroc. Pour toi, c'est important cet engagement? Alors, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de mettre en avant parce que, de nouveau, je veux pas que ce soit associé aux côtés des réseaux sociaux, etc. Je pense qu'on Mais fait... c'est une réalité, les voyages Bien font sûr. partie de ta vie, tu Oui, bien t'absentes sûr. énormément, Mais tu donnes du temps. Je pense que on fait tous et on peut tous faire de l'humanitaire de là où on est. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir me permettre de quitter ma fille et la Belgique pour pouvoir aller sur le terrain. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je pense que c'est un besoin de me sentir utile et d'aider. Et c'est peut-être aussi, en allant aider les autres, on s'aide soi-même aussi. Je pense que c'est des moments où on remet beaucoup de choses en question, on prend des grandes décisions en revenant. On voit la vie différemment. C'est un peu un reset de tout ce qu'on accumule dans nos vies, dans la relation avec l'argent, avec le matériel. C'est une expérience que tout le monde devrait faire, je pense, si on peut le faire. Et aussi, j'aime dire qu'un voyage humanitaire, c'est pas comme on l'imagine. C'est pas des pleurs et des drames. On passe des super bons moments. On rigole beaucoup. Je rigole parce que il y a Talib qui était avec moi en voyage humanitaire, qui est là derrière, qui nous filme. Et on fait des belles rencontres aussi, qui ont un lien après avec le professionnel. Enfin, Les rencontres, c'est voilà. c'est la genèse de tout projet. Exactement. Mais c'est pour dire, moi, j'ai foi en l'humain. Et on parle de Magali Berda, de Booba, de tout ça. Alors, les tabloïds, c'est que du buzz. Je pense que Magali Berda, c'est sûrement une femme qui a plein de qualités. Booba, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. J'ai pas envie de les juger. Simplement, ils se sont mis en avant et ils ont ouvert des portes et donné accès à des choses. Moi, je le fais pas. Je fais plein d'erreurs comme eux, mais je laisse pas les gens entrer dans cette part. Tu es constamment dans une pensée positive et dans une énergie créative. Tu l'entends, tu le vois, tu le sens ou pas? De plus en plus, je pense. De par mes projets et des résultats. Mais oui, je crois que j'aurais toujours du mal à le reconnaître. Tu es modèle, tu es comédienne, des castings t'en passent. Est-ce que tu as des anecdotes dans le casting? Est-ce que tu es traqueuse? Est-ce que tu y vas cool? Est-ce que tu es fétichiste? Comment ça se passe les castings quand tu les passes? Au tout début, j'y allais pas du tout cool parce que j'y allais pour un but alimentaire. Donc il fallait que je réussisse mon casting. Donc t'étais pas cool. Ouais, mais par contre, il y a un truc très drôle, c'est que en t'acceptant, tu montres ton vrai visage et tu vas avec ta vraie image au casting. Et du coup, la personne qui te caste, elle voit exactement ce qu'elle veut ou ne veut pas. Et en montrant ton vrai visage, avant même le casting, quand tu vas à ton casting, on sait que c'est toi qui arrives. Et franchement, j'ai repris la pub en juillet et tous les castings que j'ai faits, j'étais prise. Qu'est-ce que c'est formidable. Si vous pouviez entendre, être soi-même, c'est fou, hein? Être authentique, lâcher prise. On fait régulièrement des ateliers. Matteo Capelli dit toujours « Salut, c'est moi ». Pensez à ça. « Salut, c'est moi ». Et c'est ça qui est beau quand on t'entend. Et du coup, j'ai une anecdote, c'est que j'avais les cheveux lisses. Et alors, je sais pas si ça colle pas avec ma tête, mais forcément, quand on cherche, on va le dire clairement, hein, dans les castings, c'est nord-africaine ou noire, ou etc. Donc, on dit vraiment la personne qu'on cherche. Moi, j'allais dans un casting nord-africaine, mais avec des cheveux lisses. Et s'il y a une nord-africaine avec des cheveux bouclés qui arrive, c'est elle qui est prise. En fait, c'est bête, mais c'est comme aller à un entretien d'embauche et mentir sur ses capacités. Après, tu vas vraiment travailler, mais tu vas être viré parce que c'est pas ça qu'on attend de toi. Et donc, je sais que maintenant, je vais avec mes cheveux bouclés à un casting parce que c'est ça qu'on attend de moi, tout simplement. Et forcément, ils sont très contents. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Soun, à la petite fille que tu étais? Moi, j'ai un peu une phrase qui est un peu bateau, mais j'adore la ressortir. C'est « tout est possible ». Peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves, peu importe la détresse, peu importe le malheur,
demain, tout est possible. Demain, tout peut changer. Quel genre de maman es-tu? Je suis hyper stricte. On dirait pas, mais je suis hyper stricte et hyper détachée en même temps. C'est-à-dire que avec la maladie, j'ai pris conscience que demain, je peux ne plus être là. Et donc, j'ai tout de suite instauré l'autonomie de ma fille. De me dire, c'est un être humain à part entière. Et même sans moi, elle existe. Et ça établit une relation où on est très proche, très cadrée, mais en même temps, elle est très autonome, tu vois. Si je pars 3 jours, pour elle, il n'y a aucun problème. Y a-t-il un rêve que tu as envie de réaliser encore? Est-ce que tu rêves encore? J'en ai plein. Je pense qu'à chaque fois que je suis en train de réaliser un rêve, j'en ai déjà un autre, tu vois. Là, j'ai envie d'écrire un nouveau livre, par exemple, alors que j'avais dit que je n'écrivais plus. J'ai fini le 2, la suite donc de Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. J'ai déjà une idée de 3. Et du coup, je rêve maintenant que le film va se faire pour le 1, qu'il y a un film pour le 2, tu vois. Je pense que c'est ça la vie, il faut continuer à rêver, pas rêver trop grand parce que c'est inaccessible, il faut se fixer des objectifs atteignables. Mais avant d'atteindre ces objectifs, c'est cool d'en fixer des nouveaux déjà. Alors, on est OK pour dire que Soonfit, c'est une jeune multipotentielle, HPI, comédienne, qui tourne des pubs, qui crie, qui fait du sport. T'es tout ça? Apparemment, oui, je pense bien. Merci Soon. Merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt.